Oyez, oyez, bonsoir et merci de nous regarder. Nous sommes encore chez vous à la maison. Bienvenue dans le Grand Talk, avec toujours autant de plaisir, avec surtout l'idée de savoir que vous êtes toujours nombreux et fidèles à nous regarder. Ça nous fait énormément plaisir de vous savoir à nos côtés. Ce soir, sur le plateau du Grand Talk, je suis en compagnie de Élisée Bolougbeu. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais super bien. Et toi-même? Ça va Élisée, je vais très très bien, merci beaucoup. Sa Majesté Daouda, très concentré ce soir. Salut Brice, j'espère que tu vas bien. Bien, très très bien, très Okay, très moi bien. aussi je vais très bien. Disait un grand sage à propos des silures. Tu vas pas répéter ça? Non. D'accord, donc on va avancer. C'était plaisant. Le prêche est celle du sang. C'était plaisant, c'était plaisant. Isabelle Favard nous a rejoint ce soir. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Non, c'est joliment dit ça. Et monsieur Alain Toussaint, dont j'ai quelques vidéos compromettantes depuis quelques minutes. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Très bien, comme un rasta philosophe. Exactement, vous êtes dans la tendance. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Eh bien, tous les 11 mai, depuis 1981 en tout cas, les amoureux de reggae, les fans de Bob Marley, eh bien, pensent à lui, commémorent sa disparition. Un 11 mai, comme aujourd'hui, eh bien, mon cher Daouda, qu'est-ce que vous retenez de Bob Marley? J'avoue que j'adore les chansons de Bob Marley, même si, à la vérité, je ne comprends pas réellement ce qu'il dit, mais il avait de très bonnes sonorités. Non, sincèrement. C'est honnête, c'est honnête. Non. Et comme vous, ils sont très nombreux. Voilà, les gens, ils aiment se mentir. On est, par exemple, je ne sais pas comment ça dit, quand on met la chanson Gucci Pile, bon, moi je dis ça comme ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Could you, voilà. Could you feel love? Voilà, donc nous on disait Gucci Pile. Ça, c'est Pile. Je pense que c'est dans quel quartier? Ça, c'est pas ton problème. Could you be loved? Could you be loved? Yeah. Voilà, pour dire qu'il a marqué le temps de nos parents, même nous, il a traversé parce que la chanson, même aujourd'hui encore, ça marque encore les esprits. Quand tu joues ça avec la basse, franchement, ça te transperce, comme si c'est hier qu'on avait mis en place cette chanson. Élisée Bolougbeu. Mais Bob Marley, son nom rime avec le reggae, hein, le précurseur de ce rythme musical-là. C'est un très grand artiste, je pense que l'un des meilleurs du siècle dernier. Et ça, malheureusement, parti trop tôt, selon ce que nous on a appris, hein, parce que quand même, il faut reconnaître que Bob Marley, nous on l'a connu avec les chansons, mais on n'est pas forcément de son époque en fait. Mais je constate en tout cas, en écoutant sa chanson, que c'était quelqu'un de très talentueux. Très très bien. Il chantait pour les femmes, il parlait aux femmes, Bob Marley. Oui, tout à fait, mais bizarrement, j'ai jamais apprécié en tout cas le style musical reggae, ni Bob Marley lui-même, ni son style. Mais en revanche, je respecte l'artiste parce que si je dois retenir quelque chose de lui, je dirais juste un mot, une légende. Légende. No Woman No Cry, vous avez écouté une fois? Oui, quand même, tout de même. Vous avez écouté No Woman No Cry et vous n'aimez pas No Woman No Cry? Je ne suis pas fan. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, Brice. J'essaie de l'emmener, de l'entraîner. Alain, Bob Marley? Isabelle l'a dit, c'est une légende dont les chansons ont traversé, continuent de traverser le temps, les générations, des textes intemporels qui sont toujours en prise avec l'actualité. C'est le meilleur, je ne dis même pas c'était le meilleur, en tout cas il demeure le meilleur. Et il a inspiré plusieurs générations d'artistes qui ont repris ses chansons, mais qui se
il faut avoir l'humilité de dire « je ne comprends pas ». C'est la musicalité qui était la plus importante. Franchement, c'est un peu comme quand j'écoute du Lucian Pado. Je ne comprends pas, mais j'aime la rythmique. Très bien, merci Daouda. Bon, alors on va fermer la page Bob Marley, hein, en tout cas pour l'ouvrir. Vous me direz demain, l'autre jour, pour vous dire merci Thierry, merci d'être gentil. Bon. Je sais, il y a des sujets d'actualité, les amis. C'est vrai qu'on a parlé de Bob Marley, mais bon, il faut se soucier de ceux qui sont encore ici. Alors, on va évoquer hein, cette réunion présidée par le Premier ministre Patrick Hachi, une rencontre stratégique qui a permis au chef du gouvernement, donc au Premier ministre Patrick Hachi, de rencontrer les maires et les directeurs techniques des mairies. Eh bien, il fallait aborder une question importante, une question essentielle, la question eh bien, de la destruction des sites critiques en rapport avec l'opération Zéro Victime en saison des pluies. Donc, je sais que si vous vous rappelez très bien, la Sodexam qui s'occupe un peu de tout ce qui est météorologie a annoncé de grandes pluies de mars à juillet. Donc, en prélude à cela, le Premier ministre Patrick Hachi a convoqué les maires accompagnés de leur directeur technique et du ministre Bouaké Fofana qui s'occupe de la salubrité et qu'on appelle ça, M. Paul Danho-Paulin, qui est le président de l'UFICOSI. Donc, voilà. En gros, il fallait détruire les sites critiques parce que chaque année, on assiste à des inondations, il y a des gens et des pertes en vie humaine. Donc, techniquement, aujourd'hui, l'opération a débuté par Atekoubé, Plateau et Adjamé où des maisons et des magasins ont été détruits. Parce que clairement, cette opération avait pour objectif pour le gouvernement de prévenir des inondations, justement. Petit état des lieux, il y a des habitations qui sont sur des canalisations. Bien sûr. Voilà, qui encombrent des canalisations. Il y a également des habitations qui se trouvent dans des ravins. Et justement, ces positions-là mettent la vie de ces habitants en danger. Il faut faire quelque chose. Parce que si tu prends le cas de Yopougon, par exemple, qu'ils ont cité, Yopougon-Selmer, par exemple, les canalisations sont bouchées. Donc finalement, quand il pleut, ce qui arrive, c'est que l'eau qui doit circuler se retrouve dans la rue et va dans les maisons des gens. Par exemple, à Bingerville, où il y a eu de vastes opérations immobilières, les opérateurs qui sont dans ce domaine-là n'ont pas prévu de plan de canalisation ou d'évacuation d'eau. Donc finalement, tout ça c'est bouché. On va plus loin à Koumassi où les gens même ont colonisé les emprises et les exutoires ainsi que les servitudes. Donc finalement, on est coincé. Donc il a donné instruction au directeur technique et les maires de dégager tout ça pour ne pas que des gens se retrouvent morts encore une fois. Et parce qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Et justement, certaines personnes s'émeuvaient, hein, je crois que l'expression, il faut la retrouver. On était tous émus de voir que certaines personnes allaient être obligées d'être délogées. Mais à cela, il y a une réponse. Mieux vaut des personnes mécontentes vivantes que des personnes laissées et au risque de perdre leur vie. Ce qu'il faut saluer, en tout cas, c'est le fait que le Premier ministre lui-même se mette en front. C'est pour montrer, en fait, déjà l'état d'urgence dans lequel nous trouvons. Mais c'est surtout aussi la première fois que les maires sont directement, en fait, associés à ce type en tout cas, d'initiative. Parce que les maires sont responsabilisés à l'effet d'identifier donc les zones à risque pour que ces populations-là puissent être délogées. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui habitent dans des zones en fait qui ne sont pas habitables du tout. Voilà. Et il y a des personnes qui ont eu leur maison, mais finalement ces zones-là sont devenues des zones à risque. Donc ce sont ces deux cas de figure-là qu'il faudrait donc essayer de traiter. Après, quelles sont les propositions que le gouvernement apporte à ces différents cas? Là, la question reste. Le chef du gouvernement a parlé de solutions humaines. Hein, il a dit qu'il allait faire tout ce qui était humainement possible pour sauver des vies. Alors ? Écoutez, moi je salue l'anticipation des autorités, puisque la saison des pluies, je pense qu'à l'évidence commencé. Mais pourquoi au mois de mai, alors qu'on a 11 autres mois de l'année, pourquoi après les dernières pluies n'a-t-on pas lancé ces initiatives-là? Donc on est toujours dans des opérations de dernière minute, d'urgence, on se met la pression, alors qu'on aurait pu travailler depuis plusieurs mois avec les différentes municipalités. On a même l'impression que chaque année, on est confronté au même problème. Voilà, qui ont d'ailleurs la responsabilité. Le gouvernement est déjà sur plusieurs fronts.
il ne va pas encore gérer la surveillance des caniveaux, la délocalisation, la relocalisation de personnes qui elles-mêmes se mettent en danger, que les maires, les élus, nous sommes en campagne électorale, que ces élus-là fassent leur travail et qu'on libère le gouvernement de ces contingences qui alourdissent quand même son travail. Olivier ? Ok, moi je partage l'avis de Alain, mais bon, je pourrais dire aussi à la suite de ses propos sur la question du fait que pourquoi on n'a pas commencé depuis, je pourrais aussi peut-être répondre mieux vaut tard que jamais. C'est un raccourci. Non, c'est ce que j'ai. Tu penses que c'est un raccourci, mais voici qu'actuellement la saison des pluies n'a pas démarré. Il n'y a pas encore de mort. Je préfère que dès maintenant on le fasse, même si c'est à 2 semaines, à 3 semaines la saison des pluies, qu'on l'ait fait pendant que la saison des pluies était arrivée et qu'il y avait des victimes. Donc, comme je le dis, je suis d'avis avec Alain sur le fait qu'on devrait dire anticiper, mais il n'est pas tard et comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, sur la question même des zones à risque et autres, c'est des zones qui sont ciblées dans des communes. Hein. Moi, c'est là que je me pose toujours la question de comprendre. Mais qu'est-ce que font nos élus municipaux? Oui, voilà. C'est leur travail. Hein. Mais on est là, les quartiers là, ça dit qu'une maison n'apparaît pas du jour au lendemain, c'est pas en 24 heures, c'est pas en 48 heures. C'est tout un processus. Et ce dont on parle là, c'est des quartiers. C'est des quartiers, d'énormes quartiers en plus d'ailleurs qu'on est obligé de déguerpir aujourd'hui. Mais pendant que ces quartiers se construisaient, qu'est-ce qu'on faisait? Alors qu'on savait que c'est des zones non habitables. Je crois que quelque part, il y a une responsabilité. Et je crois que le chef du gouvernement, que moi je salue, dont je salue vraiment la promptitude d'action, doit aussi taper du poing sur la table face à ces élus municipaux-là pour leur faire comprendre quelque part aussi que, attends, mais vous n'allez pas toujours laisser les choses faire, être dans un laxisme, et puis après c'est l'État, c'est le gouvernement qui va venir nettoyer ce que vous avez fait, qui n'est pas normal. Donc quelque part aussi, là, il faut que en tout cas, de façon responsable, je dirais les responsabilités soient situées et que les uns et les autres assument leurs responsabilités. On va pas continuer. Juste un commentaire, Isabelle, allez-y, on vous permet. En fait, je comprends ton point, mais c'est délicat aussi pour un élu local de déloger, en fait, parce que la question, en fait, elle est assez sensible. Ce sont des populations qui ont voté pour lui. Donc, venir comme ça, une fois qu'il est élu, commencer à les déloger, ça peut être facile. Ça peut être un peu critique. Non, mais la France, c'est empêcher même que les gens s'installent. Non, mais la plupart du temps... Mais Isabelle, je ne suis pas d'accord avec toi. La plupart du temps, ce sont des quartiers qui existent depuis des années et des années. Voilà pourquoi il faut les délocaliser. Mais en fait, là où je ne suis pas d'accord avec toi, parce que quand dans des quartiers, les gens vont s'asseoir sur des exutoires, sur des servitudes, ils occupent le domaine public, et que toi, mairie, ça ne t'empêche pas d'aller déposer des timbres pour aller prendre de l'argent avec eux. Arrivé un moment, il ne faut pas parler de social, ce n'est pas du social, parce que tu récupères de l'impôt sur ces domaines publics. Tu sais très bien que ça va encombrer, tu sais très bien que ça va créer des inondations au final. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui, parce qu'il faut qu'on situe les responsabilités de façon claire et nette. À la vérité, on est arrivé à un niveau où on ne va pas toujours s'asseoir pour dire oui, le président de la République, oui, le Premier ministre, oui, le gouvernement. Non, il y a des élus, que chacun prenne ses responsabilités de façon claire et nette. Et j'estime que pour ces élections qui arrivent là, c'est le lieu pour ces populations-là de prendre leurs responsabilités en allant voter clairement pour dire celui-là ne fait pas son travail, on le dégage. Bon, elles auront du mal à voter puisqu'elles auront été dégagées de l'endroit où elles peuvent voter. Voilà, donc c'est pour ça que c'est délicat pour les élus en fait, de pouvoir dégager des populations parce qu'elles lui ont donné en fait leur voix. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir en tout cas aujourd'hui venir justement... Mais donc ça veut dire que tu profites des gens. Tu profites de la misère des gens. Mais tu profites de la misère des gens. Tu vois ce qui me gêne dans l'histoire? Je ne cautionne pas. On profite de la misère des gens et après on vient faire, excusez-moi, de la pornographie, de la douleur en allant leur donner des vivres et des non-vivres. Non, moi je dis il faut arrêter avec cela. Il faut arrêter. Je pense que je ne vais pas laisser Isabelle dire ça parce que pour moi, ça ne repose sur aucun acte factuel, ça ne repose sur aucune étude. Quand tu dis que ceux qui sont dans ces endroits, c'est eux qui ont voté le maire, quelle preuve tu as? Quel élément factuel tu as pour le dire? Ils sont dans des zones qui ne sont pas des zones habitables, qui ne sont pas des zones qui... Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme je le dis. Ça a pris du temps, c'est tout un processus. Pendant que ça se faisait, où étaient ces élus locaux? Et c'est de ça qu'il s'agit. Alain? Oui, en fait, je pense que beaucoup d'élus, notamment ceux d'Abidjan, refusent d'assumer les prérogatives que leur délègue le gouvernement. Bien sûr. En tant que municipalité, ces élus-là peuvent mettre en place des logements municipaux destinés à la classe la plus défavorisée, notamment celle qui habite ces zones-là, et leur permettre d'être dans des secteurs quand même qui sont viabilisés et sécurisés. Parce qu'une municipalité, elle possède des domaines.
des territoires sur lesquels elle peut bâtir tout ce qu'elle veut. Mais encore faut-il avoir les financements pour. Les financements, et même pour le contrôle, parce qu'il y a encore des sociétés immobilières qui construisent et qui ne prévoient pas, par exemple, des évacuations d'eau. Rien du tout. Le contrôle se fait, justement. Oui, mais ça, c'est lorsqu'on délivre le permis de construire. Il y a des dossiers techniques qui vont avec. Si les municipalités ne font pas leur travail, ce n'est pas la faute du gouvernement. Parce qu'en réalité, tu sais que le ministère de la Construction, c'est justement quand il y avait les effondrements d'immeubles, ils ont créé un comité avec les municipalités et le district. Parce que même si le ministère délivre des permis de construire aux gens, il est du devoir, le rôle de la municipalité, de surveiller cela sur le terrain. Mais est-ce que c'est fait? Non, ce n'est pas fait. Je veux dire, souvent on est assis, oui, le social, il faut avoir de la peine. Moi, je veux dire, à un moment, il faut faire les choses avec la raison. Comme monsieur le ministre l'a dit, on préfère des gens mécontents, mais vivants. Ça, c'est plus intéressant. Oui, mais ça aussi, c'est un peu facile de dire on veut des gens mécontents. Qu'on fait, là, pour une fois, les municipalités et le gouvernement depuis 11 mois. Voilà, je veux dire, puisqu'on sait que chaque année, c'est la même chose. Les saisons arrivent avec leur lot de morts, de destruction de biens et autres. Donc on peut quand même anticiper, trouver des solutions durables. Et vous vous retrouvez dans un monde où il n'y a pas de mécontents qui sont vivants. Mais en fait, la solution que je trouve à cette problématique, et ça, c'est mon vœu le plus cher, c'est un souhait sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, on décentralise la capitale pour que les gens puissent aller vers là-bas. Parce que tout est tellement concentré à Abidjan que personne n'a envie de quitter Abidjan. On ne décentralise pas comme ça. Si vous décentralisez et qu'il n'y a pas d'emploi à Yamoussoukro, ça va aggraver. Mais justement, c'est pour ça que je pas le veux. Oui, mais je veux dire, on décentralise aussi l'outil de production. Mais allez-y faire un sondage sur 100 entreprises installées à Abidjan, où il y a près de 8 millions d'habitants. Combien sont-elles prêtes à aller s'installer à Yamoussoukro? Donc il y a quand même des réalités économiques. Si vous permettez, au temps de M. Laurent Gbagbo, lorsque on était en train de construire la maison des parlementaires et autres, je vous assure que de nombreux Ivoiriens sont allés acheter des terres à Yamoussoukro. Oui, mais la maison des parlementaires, ça ne produit pas d'emploi aussi. Je sais, mais n'empêche qu'au moins l'administration publique, si l'administration publique il va, techniquement, les gens vont commencer à y aller. Donc forcément, on ne va pas tous se concentrer à Abidjan. C'est le privé qui développe un pays. Ce n'est pas en multipliant des bureaux. Mais c'est l'État avec la volonté politique aussi qui fait avancer les choses. Mais l'État a déjà fait la Je vais terminer. L'État a déjà dit qu'il y a la décentralisation. Il appartient aux collectivités locales de donner corps à cela et de faire vivre leur territoire. Mon très cher Alain, c'est vrai que l'État parle de décentralisation, mais l'exemple même de l'État même pour accompagner cette décentralisation, on a l'impression que l'État même n'a pas envie d'aller à Yamoussoukro, l'État reste à Abidjan. Oui, mais l'État a créé des conseils régionaux, des districts, que ceux-là se mettent comme de vrais ambassadeurs économiques, qu'ils aillent chercher des entreprises. Donc je crois qu'on vous a compris tous les deux, c'est un mouvement. C'est un mouvement, vous estimez que si on parle de décentralisation, il faut que les autres suivent, le privé, les entreprises, et que cela et les élus fassent leur travail. Et les populations suivront. C'est bien compris. Oui, moi je pense qu'il est quand même bien de donner des informations parce que sur la question, par exemple, ou de la problématique que pose Alain, à savoir, il faut que l'État délocalise. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez une zone qui a été aménagée par l'État à Boaké, qui est une zone industrielle, qui s'étend sur plusieurs hectares. C'est pareil à Korogo, c'est pareil à San Pedro. Non, l'État a pris des initiatives dans ce sens. Et même, il est allé jusqu'au niveau même des réformes fiscales. Alléger les réformes fiscales pour des entreprises qui décident, qui acceptent de s'installer à l'intérieur du pays. Je suis d'avis que c'est de très bonnes initiatives. Peut-être que ça va encore motiver plus ces entreprises-là si, au niveau exécutif, il y avait vraiment cette réalisation de cette décentralisation, de ce transfert-là. Si ça allait certainement les booster. Mais déjà, je pense qu'il y a des efforts de part et d'autre. Comme je le dis, aujourd'hui, c'est de passer maintenant des bons vœux à la matérialisation de ces efforts sur le terrain. Et c'est ce qui est vraiment le plus important pour moi. Mais c'est ce qu'on dit exactement. Oui, c'est exactement. On a fait le tour. C'est pour ça que la table est un peu parce qu'on fait le tour après. Alors, ce que je veux dire en plus, c'est quand on finit de parler de l'État, quand on finit de parler des collectivités locales, quand on finit de parler des... Il faut parler des populations. Elles-mêmes. L'incivisme notoire. C'est important. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes les premières victimes. Nous sommes les premières victimes des actes qu'on pose. Et donc, quand vous partez habiter dans une zone et que vous bouchez les caniveaux, forcément, vous mettez en danger vos vies, celles des autres. Donc, s'il vous plaît, c'est un moment de sensibilisation. Si vous êtes dans ces zones-là, s'il vous plaît, pour votre propre sécurité, pour la vie de vos enfants, parce que vous-même, votre propre vie, vous pouvez la sauver, mais peut-être pour la vie de vos enfants, eh bien, quittez ces zones-là. Après, on va réfléchir à qu'est-ce qu'il faut trouver pour ne plus vous retrouver dans ce genre de situation-là. C'est un moment de sensibilisation. Les amis, on va évoquer un autre point concernant la politique nationale. Eh bien, c'est le PPACI
le Parti des peuples africains, qui demande un poste de vice-président. C'est un niveau de responsabilité donc, que veut occuper le PPACI au sein de la commission électorale indépendante. On se souvient que le PPACI avait obtenu son entrée donc, au niveau de cette commission centrale, au niveau de la CEI. Aujourd'hui, le PPACI dit on veut un poste de vice-président, diversement apprécié sur ce plateau, cette position du PPACI. Élisée Bouloubeu. Ben, moi, je pense que c'est légitime. Hein. C'est légitime, c'est le droit du PPACI de demander un poste de vice-président. C'est légitime, c'est leur droit. Déjà que je pense qu'il y a un antécédent qui vient du moins leur donner plus ou moins la possibilité de pouvoir faire cette revendication. C'est l'entrée, par exemple, du représentant du PDCI, voilà, qui est rentré en 2021. On a vu que le représentant du PDCI a intégré la commission centrale, mais au bout de quelques mois, a été nommé vice-président à la personne de M. Isiaka. Donc aujourd'hui, le PPACI a déjà franchi une première phase, celle-là d'intégrer la commission centrale. Donc elle s'est dit, pourquoi pas faire comme l'autre? Donc ici, de revendiquer un poste de vice-président qui pourrait certainement lui être donné. Mais comme je le dis toujours, et c'est malheureusement ça le problème, c'est-à-dire tant qu'on sera dans une configuration CEI, typiquement politique, on va se retrouver dans ces gens. On aura l'occasion de revenir sur cette configuration. Merci. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Élisée, par exemple? Non, bon, je veux dire, pas que je ne suis pas d'accord totalement avec lui, mais j'estime que le PPACI en demande un peu trop et du fait déjà même qu'il y a 4 vice-présidents. Je pense que ce débat dessus la politique et l'insertion des politiques à la vice-présidente, déjà le président la majorité présidentielle a un représentant, l'opposition a déjà 2 représentants par le biais du FPI et du PDCI. C'est ça. Et il y a un représentant de la société civile, en la personne de Mme Porquet. Donc finalement, comment voulez-vous que le parti au pouvoir décide de faire entrer encore le PPACI pour avoir 3 représentants contre son parti à la commission? En gros, il faut sortir tous les politiques. Au moins, on sera tous à l'aise. Donc du coup, là, je suis d'accord, mais bon, vous dites que le parti au pouvoir accepte de faire entrer. Oui, mais... Parce que qu'on le veut ou non, tout ça, c'est des questions politiques. Parce qu'ils sont allés discuter au dialogue politique. Ils ont fait des arrangements entre eux. Et ce sont ces arrangements, c'est à ça qu'on en arrive aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, il y a une réforme de la CEI au Parlement qui a été votée. En son temps, comment on appelle ça, on devait faire rentrer un parti de l'opposition à la CEI. C'est le PDCI qui est entré. C'est une raison simple, parce qu'à l'époque, le PPACI n'était pas encore structuré. Mais finalement, quand ils ont été formalisés, il y a eu la main tendue du président qui a fait rentrer M. Demba à la CEI. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont dans une forme de chantage. Comme tu le disais, on a eu le doigt, on va prendre le bras. Non, mais parce qu'ils ont également, Élisée disait, le droit de demander. Oui, ils ont le droit. Mais en plus, ils ont vu le PDCI procéder. Ça a bien marché avec le PDCI. Mais bon. Isabelle, votre avis? Oui, bon, enfin, moi, je pense qu'ils sont juste en train de politiser quelque chose qui est censé être indépendant. Et je pense qu'en cela, ils ont eu leur réponse à travers ce que Simone et Yves Gbagbo a dit. C'est-à-dire qu'il faut enlever les politiques de la CEI. Comme ça, au moins, tout le monde est content, il n'y aura plus de revendications, parce que là, on a juste le sentiment qu'on te donne la main, tu veux le bras. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On va dans quelques mois aux élections locales. C'est pas à ce moment précis-là qu'il faut venir revendiquer quoi que ce soit au niveau de la CEI. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment bon, alors, Alain Doucet, il y a très longtemps déjà, il évoque une solution plus radicale que tout ce que vous proposez. C'est qu'on n'aille même pas la CEI. Qu'il n'y ait même plus de CEI, que les organisations... Les élections... Non, c'est pas... Non, bah oui, ça faisait partie des solutions d'Alain Doucet. Je pense que, bon, déjà sur cette question-là, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Le dialogue politique avait dit que la CEI devait subir des ajustements qui tiennent compte des nouvelles réalités politiques. Ce sont lesquelles? Ou laquelle, par exemple? Le PPACI, avec plus d'une dizaine de députés, est la 3e force politique, après le PDCI et le RHDP, qui est la première force. Donc, logiquement, au sein de la CEI, il faut peut-être recréer cet équilibre-là. Et je pense que ce n'est pas parce qu'ils ont des représentants au sein de la CEI qu'il devrait, le PPACI, se satisfaire de cette configuration. Une fois encore, c'est ce qu'on a dit sur ce plateau ici, les accords politiques, les arrangements politiques ne seront durables que si chaque acteur politique signe des documents avec sincérité. Et l'approche de l'élection ou des élections à venir va encore, comme on dit, créer de nouvelles tensions. Parce qu'après les locales, les municipales, les régionales, là, il y a la présidentielle, et se posera la question du statut de l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il est éligible? Donc il faut peut-être anticiper, relancer un nouveau cycle du dialogue politique
qu'on mette à plat tout ce qu'il faut. Maintenant, s'agissant de la CEI, moi je l'ai toujours dit, j'estime que l'État a tous les moyens, toutes les capacités d'organiser des élections, quel que soit le niveau de scrutin dans ce pays. Pourquoi aller déléguer à une commission qui coûte des milliards Attends, vous imaginez 5-6 milliards que cette commission indépendante, enfin qui est censée être indépendante, n'est plus vraiment parce qu'à la limite, chaque fois, il y a une forme d'ajustement, de réajustement. Elle n'a jamais été indépendante. Et l'opposition d'aujourd'hui, qui était le pouvoir d'hier ou d'avant-hier, notamment le PDCI et le FPI, savent très bien, ces deux oppositions-là, à quoi cela sert de contrôler la CEI. On a l'impression qu'il y a un jeu de chaise musicale, donc on fait rentrer quelqu'un du PPACI. Donnons à l'État la responsabilité d'organiser les élections dans notre pays et je pense qu'on en finira avec ces petits arrangements à la semaine. Parce que tu sais, ce qui est un peu grave avec la CEI, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde sa composition même, la CEI, c'est que le président de la CEI est nommé est choisi parmi les magistrats de la Cour suprême. Il y a 4 membres qui nommés par qui? Dites par qui ils sont nommés? Non, par décret présidentiel. Donc par le président? Oui. Bon. Maintenant, il y a 4 membres qui représentent la majorité présidentielle, 4 membres qui représentent l'opposition, 2 membres qui représentent les partis politiques, 2 membres qui représentent la société civile. Donc finalement, chacun y va parce que même en Côte d'Ivoire, ici, la société civile même, il y en a qui trouvent que non, elle est de tel camp, elle est de ceci, elle est de cela. Il n'y a pas de société civile en réalité. On est dans une situation tellement compliquée. Je veux dire, faisons comme en France, faisons comme aux États-Unis, comme il a dit, le ministère de l'Intérieur organise simplement, chacun surveille clairement. Parce que chaque parti qui va à la CEI, chacun va pour tirer le drap vers son parti. Oui, mais le ministère de l'Intérieur, il émane de qui? Du parti au pouvoir. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est des fonctionnaires qui C'est des fonctionnaires, c'est des fonctionnaires de l'État. Mais le ministre, mais non, oui, mais le ministre, s'il vous plaît, ne lui tombez pas dessus après la sortie. Elle dit quelque chose qui peut s'entendre. Elle dit, quand on dit tout ça, le ministre de l'Intérieur, là, il est nommé par le chef de l'État. Oui, parce qu'il est le chef de l'administration et il est obligé de superviser. Mais c'est pas lui qui la suspicion, elle ne peut pas totalement écarter. Non, mais elle est illégitime parce que qui connaît l'organisation de l'État, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge des questions électorales. Mais tu es d'accord avec moi que finalement, avec cette CEI où chaque parti politique a des représentants dedans, on va assister à des situations de laisse ça à tout moment. On ne va pas passer notre temps à faire laisse ça. On a vu des situations aussi où certains ont estimé qu'on ne peut pas organiser des élections et les perdre. Ah, voilà. Ça aussi, ça a été dit souvent. Oui, donc, ça, c'est les démocrates un peu bizarres. Là. Moi, je pense que si on peut faire encore des efforts pour peut-être, avec la bonne foi des uns et des autres, aller aux prochaines élections avec cette CEI. Ça, c'est la chose la moins partagée. Ce serait peut-être envisageable, et ça, je le pense de façon sincère, qu'après vraiment toutes ces consultations populaires, on s'asseye et qu'on réfléchisse la question de la CEI, même qu'on la soumette même aux populations. C'est-à-dire même à référendum si possible, pour qu'on réfléchisse franchement là-dessus, pour que les Ivoiriens s'expriment. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'un organe pareil? Parce qu'aujourd'hui, la population ivoirienne, les 29 millions d'Ivoiriens là, ont subi le dictat des politiques. C'est la politique qui ont décidé de l'existence de cet organe qui existe aujourd'hui et qui nous crée tout ce qu'on est en train de vivre. La seule réserve qu'on peut mettre, c'est que sous Fouette, il est arrivé que des préfets fassent le dépouillement à leur domicile. Mais ça change, on est dans... Oui, mais ça date d'il y a 40 ans environ. Oui, il y a 40 ans, donc ça va changer. Oui, bien sûr. Voilà, que l'État reprenne sa chose et qu'elle organise les élections. Les préfets vont organiser. Juste après le JT, nous serons en compagnie de M. Diakalidia Konaté, il est secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. En s'accompagnant, en évoquant la question des conflits fonciers, de la porosité de nos frontières, et puis quelle formule idéale pour les populations. Merci d'être en notre compagnie. À tout à l'heure. Les 15 et 16 juin 2023, bien cette époque-là. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, à la suite du JT. Et tout de suite, je vous envoie à notre « Et la loi, c'est la loi » avant de recevoir notre invité. À tout de suite.
La confiance, c'est très très important. On a l'habitude d'entendre les filles faire ça. Tu as abusé de ma confiance, tu as abusé de ma confiance. C'est pas de cet abus de confiance qu'on va parler, mais on va parler de l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est pas lorsque tu as découvert des nudes dans le téléphone de ton chéri. On parle d'abus de confiance lorsqu'il s'agit du business, du commerce. Par exemple, tu es comptable, on t'a donné 100 000 pour donner aux employés. Et toi, tu donnes aux employés 90 000. Et le reste de l'argent, le reste du jeton, tu fais... C'est de l'abus de confiance. On t'a donné voiture de service pour aller travailler à Boaki. Et on te retrouve à Dabou, en train de transporter à ticket de Dachiza. C'est de l'abus de confiance. Il est midi, on veut manger le garba. On te donne 100 francs pour aller acheter des cubes magie. Toi, tu pompes pour aller jouer le loto. C'est de l'abus de confiance. Selon la disposition de l'article 457 du Code pénal ivoirien, l'abus de confiance, c'est le fait pour quiconque de détourner, de dissiper ou de détruire au préjudice d'autrui des valeurs, des fonds ou des biens quelconques. Et c'est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions. 3 millions, c'est beaucoup, hein? On peut pas acheter des voitures. Et la loi, c'est la loi. De retour sur le plateau, là il était question d'abus de confiance. Non, ça n'a rien à voir avec tout. Monsieur Diakali Diakoulat est sur notre plateau, il est secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir Monsieur. Merci d'être sur notre plateau. Merci. La CNFCI, on se prononce bien, existe depuis combien de temps? CNFCI. Alors la CNFCI, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, existe depuis 2017. Sur la base d'un décret pris en juillet 2017 et le secrétariat exécutif a été mis effectivement en place en 2020, janvier 2020. Donc c'est en 2020 que la commission a commencé véritablement à travailler. Quelles sont les missions de la CNFCI? Alors la CNFCI a pour mission de superviser et coordonner l'ensemble des activités des acteurs, des administrations, les populations, en fait tout ce qu'on appelle agents de contrôle, éléments de contrôle, la société suit tout l'écosystème à la frontière, tous les partenaires au développement qui interviennent. La CNFCI doit coordonner, superviser leurs interventions pour qu'il y ait beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de mutualisation. Également, nous avons pour mission de délimiter et démarquer les frontières de la Côte d'Ivoire avec ces 5 pays voisins. Et nous avons également pour objectif de régler tous les litiges qui surviennent à nos frontières avec nos pays voisins, avec les pays limitrophes. Et également, nous avons pour objectif de développer les zones frontalières et enfin d'entretenir de très bonnes relations avec le voisin, ce qu'on appelle la coopération transfrontalière. Le décor est planté. On a des questions qui suivent. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une frontière? Comment la délimite-t-on? Et quels sont les types de frontières? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait de la pédagogie. C'est ça, c'est ça. Alors, la frontière, c'est en fait la limite territoriale entre 2 États. Il y a 2 pays qui sont là et il y a une ligne qui les sépare. Avant, les militaires appelaient ça la ligne frontière, mais aujourd'hui, cette terminologie est abandonnée parce que nous ne sommes plus en contexte de guerre. Donc, on appelle cela la ligne frontière. Donc, c'est cette ligne de démarcation entre 2 États, 2 souverainetés, 2 systèmes politiques qui est la frontière et qui est marquée au sol par des bornes. Aujourd'hui même, on est passé à la borne numérique. Donc, il y a plusieurs types de bornes. Il y a les bornes principales, les bornes secondaires. Et il y a même des stèles qu'on fait en même temps bien embellies à la frontière. Tout ça participe du marquage au sol. Et c'est ça la frontière. Et les frontières, il y en a 3 sortes. Il y a les frontières terrestres, les frontières maritimes et puis les frontières aériennes. Ce sont ces 3 types de frontières qui existent. Et la Côte d'Ivoire a ces 3 types de frontières. Il y a certains États qui n'ont pas de frontières maritimes.
comme les pays de l'Interland qui n'ont pas de frontières maritimes. Mais ces pays ont des frontières aériennes et des frontières terrestres. La frontière aérienne, elle est un peu immatérielle. Comment est-ce qu'on la délimite? Alors, la frontière matérielle, en fait, c'est des verticales. Des verticales à partir du sol. Mais il y a une délimitation au niveau international. Il y a des zones internationales qui sont établies à partir de la mer. Tout l'espace maritime où il y a de l'espace où les hommes ne vivent pas quotidiennement, il y a une délimitation qui est faite, de sorte que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pour frontière aérienne avec l'Angola et le Brésil. L'Angola et le Brésil, voilà, c'est ça, exactement. Et le Sénégal, qui ne sont pas voisins du point de vue territorial, enfin frontière terrestre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? S'il vous plaît, ça me paraît un peu intéressant. Est-ce que donc la Côte d'Ivoire n'a pas de frontière aérienne avec les pays qui lui sont, disons, frontaliers? C'est ça. Mais une frontière aérienne avec le Brésil, l'Angola, comment ça s'explique? Non, la Côte d'Ivoire a des frontières avec ses voisins. Oui, c'est des frontières terrestres. Voilà, c'est des frontières terrestres, mais des frontières aériennes aussi. Ok, d'accord. C'est dans le prolongement de l'espace maritime qu'il y a d'autres frontières. Voilà. La Côte d'Ivoire donne directement sur le Brésil, par exemple, et également sur la côte atlantique avec l'Angola et le Sénégal. D'accord. Ah ouais, d'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice donc des fonctions du contrôle, etc. Alors, le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la délimitation de nos frontières. Parce qu'il faut se dire que la Côte d'Ivoire a hérité de deux types de frontières terrestres. Il y a des frontières qui ont été matérialisées entre les ex-colonisateurs, c'est-à-dire entre le colon britannique et le colon français, et entre le colon français et le colon le Libéria. Parce que le Libéria n'a pas eu de colonisateur. C'est ça. Donc c'est un État libérien qui a eu adopter un traité avec le colonisateur français. Alors les autres pays, en dehors du Libéria et du Ghana, que sont la Guinée, le Mali et le Burkina, étant donné que nous appartenions au même colonisateur, donc il n'y a pas de limite à proprement parler. Wow. Il n'y a pas de frontière à proprement parler, de frontières conventionnelles. C'est ça. Mais il y a des limites administratives. Ok, d'accord. Voilà, ça dit, deux gouverneurs de sexe s'entendent, cher ami, on va se limiter là, ils font un petit papier, ou bien ils font remonter au siège de l'AOF à Dakar pour dire, on prend un arrêté pour dire de tel village à tel village, voilà. Et au gré des événements, par exemple, quand il y a des saisons de pluie, quand l'un n'arrive pas à avoir accès à l'autre territoire, il lui rétrocède une partie en attendant, puisque c'est le même colonisateur. Le 362 322 462 km², souvent ça pourrait évoluer. Bien entendu, vous avez bien vu. Aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné à l'école depuis le début, c'est 322 000. Mais à l'issue des travaux que nous sommes en train de mener actuellement avec le Burkina, le Mali, la Guinée, et même le Libéria et le Ghana, parce qu'il y a l'effet des hommes sur le terrain, et il y a les effets climatiques. Par exemple, à l'ouest, il y a un affluent du Cavali qui a pratiquement disparu et changé de direction, et ça a amené les Libériens à avoir des conflits avec nos parents. Donc tout ça, c'est des problèmes. Mais généralement, quand il y a ces conflits, comment vous faites pour gérer tout ça? Alors, je vais compléter sa question, ce qui veut dire qu'on a quasiment là l'absence du droit international, puisque les frontières sont délimitées par les États qui s'arrangent eux-mêmes. Donc quand il y a un conflit, comme il dit, comment est-ce qu'on fait finalement? Alors, il y a deux voies de règlement de conflit dans la gestion de frontières. Il y a le règlement politique, qui est la négociation, et il y a le règlement judiciaire. Quand les États n'arrivent pas à s'entendre, ils envoient le dossier soit à la Cour internationale de justice pour les frontières terrestres, soit au tribunal international du droit de la mer, qui est à La Haye. Ah oui, parce que les frontières maritimes, en général, des États se disputent des frontières parce qu'il y a des zones qui sont, par exemple, pétrolifères, que chaque État se revendique. Côte d'Ivoire-Ghana, par exemple. Voilà, Côte d'Ivoire-Ghana, on a eu ce conflit qui a été réglé en 2017 par le tribunal international du droit de la mer. Et nous, il nous appartient aujourd'hui, la Commission ghanéenne et nous, de travailler à matérialiser cette borne.
Et cette borne part des frontières terrestres, on appelle les bornes B55, B55+. Donc, à partir des zones, c'est une zone fluvio-lagunaire, malheureusement qui est terrestre, avec la Tanoé, Ebi, tout ça. Donc, on part de cette zone, on fait le prolongement sur la mer, sur la base également des coordonnées qui ont été insérées dans la sentence du tribunal international du droit de la mer. On entend souvent, avant Daouda, avec votre permission, on entend souvent les frontières sont fermées, la fermeture de nos frontières. Alors moi dans ma tête je souris un peu, je me dis, tout ce qu'on a comme frontières, qui peut les fermer, qui vérifie que ces frontières sont fermées quand on sait qu'il y a... C'est quoi en fait les fermer, c'est ce qu'il veut dire en fait. Quand on dit fermer, c'est quoi en fait? Non mais c'est surtout quel mécanisme on a pour fermer, pour vérifier que c'est fermé. En fait, les États ferment leurs frontières à partir des entrées officielles. C'est ça. En Côte d'Ivoire, on en a 52. 52 entrées officielles. Officielles. Wow. Mais en dehors des 52, imaginez-vous, on a près de 675 villages et campements aux frontières qui font face à des villages miroirs de l'autre côté. Donc, monsieur, avec vous comprenez pays, que... en fait. Avec les 5 pays, on a près de 675 villages et campements qui font face à des villages miroirs. Donc, on pourrait dire qu'il y a 675 pistes de sortie. Au moins, non, ça c'est au moins. Parce que les 322 000 sont, chaque mètre, je dirais, chaque mètre carré est une sortie sur le territoire. Donc, quand on ferme la frontière, ce sont les voies officielles, les voies qui sont connues. Ce que vous dites, moi, ça m'inquiète un peu, parce que quand on voit, en fait, dans la sous-région, emprunt d'attaques terroristes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, visiblement, nos frontières sont poreuses? Bon, la porosité des frontières n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme à chaque kilomètre. À chaque kilomètre. Même. C'est difficile, ou chaque kilomètre, c'est difficile. Donc, les États... comme les États anglo-saxons, ils vont pour les gardes frontières. Ils font la sentinelle, tout ça, les patrouilles, tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons la gendarmerie territoriale, nous avons l'escadron qui viennent en renfort de l'armée. Nous, on a également des cantonnements de l'armée tout autour du territoire national. Ce n'est pas suffisant, mais ça permet de lutter. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est doté de moyens, surtout dans la partie septentrionale, de moyens pour parer à toute éventualité. Les moyens aériens, pas mal d'une batterie de mesures avec des zones opérationnelles dans la zone nord qui nous permettent aujourd'hui de nous prémunir de toute forme de criminalité. Daouda et Élisée. Maintenant, on parle de porosité. Dernièrement, on a vu qu'à cause de la crise des djihadistes qu'il y a au Burkina, on a reçu de nombreux Burkinabés au nord du pays. Est-ce que, dans votre commission, vous travaillez avec l'État burkinabé pour la gestion de ces personnes-là? Alors, bien entendu, parce qu'il y a une commission mixte qui existe entre le Burkina et nous. On a une commission mixte qui s'occupe également de la coopération transfrontalière. Donc, quand il y a des problèmes au Burkina, nous sommes informés. Mais il y a des événements qui surviennent subitement juste à la frontière. Les populations rentrent et c'est nous qui informions nos homologues de l'autre côté de l'arrivée de personnes, de leurs ressortissants. Et en Côte d'Ivoire, les dispositions sont prises au niveau du gouvernement et plusieurs acteurs interviennent pour prendre en charge cet afflux de déplacés. Je vais vous dire, monsieur Fofana, ce qu'on pensait. Monsieur Konaté, pardon, je ne sais pas pourquoi je pensais à Fofana. Monsieur Konaté, je vous dis ce qu'on pensait à propos de l'afflux de ces populations. C'est vrai, elles sont peut-être répertoriées. Nous nous sommes dit, il y a 1500 personnes, 2000 personnes qui rentrent. Est-ce qu'on a un moyen de contrôle, de crainte qu'il y ait parmi ces personnes malheureusement victimes du fait de ces djihadistes, il y ait des djihadistes à l'intérieur de ces personnes qui rentrent? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour vérifier que ce sont vraiment des populations en détresse? Voilà. Non, des mesures sont prises au niveau du gouvernement pour d'abord recenser. Parce que c'est un flux important de personnes qui... Voilà, il y a un recensement qui est fait et après le recensement qui est un dénombrement, il y a une identification. Et après l'identification, il y a une affectation dans les familles. Et en raison du flux, il y a des infrastructures qui sont en voie de construction pour pouvoir recevoir tout ce monde-là.
Et il y a un contrôle, bien entendu, qui s'opère. Je vais plus loin. Alors, s'il y a des personnes qui rentrent et qu'elles sont, j'ai envie de dire, elles sont organisées sur un site, on a la possibilité d'avoir un œil sur ces personnes. Ce que les gens craignent, c'est que quand on les met dans les familles, on peut se retrouver avec des personnes malveillantes qui ont été affectées à des familles qui se retrouvent, par exemple, à Abidjan, parce qu'elles sont plus sur un site, par exemple, comme les camps de réfugiés. Mais ça, c'est de leur ressort. Voilà, en fait, Je sais. En fait, dans le cadre de la coopération transfrontalière, ou dans le cadre même de la gestion des frontières, tout ce qui arrive généralement, c'est un peu des parents de l'autre côté. Nous avons une étude qui démontre que 75% des personnes qui vivent à nos frontières ont de la famille de l'autre côté de la frontière, ont de l'habitat de l'autre côté de la frontière, ont des plantations de l'autre côté de la frontière. Voilà. Et même plus symptomatique de la situation, des chefs de village sont nommés depuis la Côte d'Ivoire au Mali. Et l'exploitation des terres, souvent, sont autorisées par des Maliens, autorisent les Maliens autorisent le chef du village malien, autorise l'Ivoirien, parce que c'est le même peuple. Donc, quand les populations arrivent, elles ont déjà des repères et nous les accueillons. Et en fonction des affinités, les populations sont affectées. Bien entendu, il va se trouver des personnes qui n'ont aucun point d'attache. Donc, ces personnes-là sont généralement gérées. Parce qu'on vous demande quelles sont les personnes à contacter, par exemple. Qui est votre tuteur? Donc, on a les informations. Je voulais en parler, j'insistais un tout petit peu parce que ça me permet de mettre en avant la question de la sécurité à nos frontières. Vous avez parlé du dispositif de l'armée, de la police. Est-ce qu'on a un dispositif de vidéosurveillance? Parce qu'on a des frontières quand même qui sont assez ouvertes. Pardon? Ouvertes. Et puis il y en a d'autres quand même, à partir du Libéria, en général, les frontières fluviales et maritimes naturelles sont assez poreuses. Ok. Non, en fait, la frontière se gère en période de crise par les moyens que l'État a déployés au nord. Mais en temps normal, la frontière se gère sur la base de la confiance, sur la base de l'échange, de partage d'informations avec les services de l'État voisin. C'est ce qu'on appelle la coopération transfrontalière. C'est une forme de gestion commune de l'espace frontalier pour que ces zones-là soient aseptisées, pour que les parents puissent vaquer correctement à leurs occupations. Pour caricaturer, nous avons la frontière ivoirienne, mais nous avons la frontière, je dirais, malienne. Donc, du coup, on a quand même deux frontières. C'est juste pas la frontière ivoirienne. Le gars quitte le Mali pour entrer juste en Côte d'Ivoire. Voilà. Il passera par un poste frontière malienne. Bien entendu. Ben, mais aujourd'hui, quand on regarde la dernière crise diplomatique qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Mali, du fait des 49 soldats, est-ce que le partenariat avec le pays, les Maliens, ça continuait toujours malgré cette crise-là? Oh, bon, c'est les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. À l'occasion, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, qui sont venues trouver la mesure gouvernementale de fermeture des frontières. Donc, la Côte d'Ivoire respectait les consignes de la CEDEAO et ses propres consignes pour se protéger contre les menaces et les chocs extérieurs, notamment la Covid. Mais il y avait des couloirs humanitaires. Pour ne pas étouffer les pays de l'Interland, il y avait des couloirs humanitaires. Mais depuis, je crois, il y a 2 mois, le gouvernement, le chef de l'État a décidé que nous allions réchauffer les relations. Nous sommes allés au Mali, on a discuté avec les Maliens, on a repris la coopération et je pense que ça va. Merci beaucoup, M. Diakali Konaté. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Avec vous, on en sait un peu plus. Merci et beaucoup. même qu'on dort un peu plus tranquille. Merci beaucoup. Vous nous avez rassuré. Merci. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Je pense qu'il va certainement vous féliciter. Voilà, Alas Kobil, le président, est avec nous comme tous les jeudis. Ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas en place. Le président, merci de nous rejoindre. Merci. Je vais votre caméra en tout cas. Voilà. C'est vrai. Je même la caméra, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Brice. Bonsoir, DG. Bonsoir. J'ai l'habitude de l'appeler DG. Ouais. Bonsoir, Diakari. Bonsoir, messieurs. On parlait des frontières. Vous y mettez un point d'honneur. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, les frontières ne concernent pas que les États. Mais permettez-moi d'abord de saluer le travail remarquable abattu par mon jeune frère, qui a un travail remarquable, comme je le disais tantôt. Très bien. Et bien évidemment, je lui réserve une surprise ces temps-ci. Merci Voilà. Mais je voudrais également lui demander de travailler
Parce que je crois que son ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est ça. Eh bien, il faudrait travailler aussi avec le ministère de la Famille et de la Femme et de l'Enfant. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans les foyers, bien souvent, les femmes aussi ferment les frontières. Voilà. Et donc, je crois que cela est très dangereux. Monsieur le Président, Voilà. Monsieur le Il Président, faut vraiment Monsieur le Président, non, pas ici, pas ici. On parle de frontières ou pas? Oui, Monsieur le Président. Voilà. D'accord, allons sur le Mais deuxième pas ces sujet. frontières, là, vous avez bien compris. Vous Quoi savez qu'on partage vous la savez pas lutte. ce que j'ai vécu, hein, enfin. Allons-y. Ouais, Voilà. c'est vrai, je comprends. mieux. Alors, 11 mai, aujourd'hui, Voilà. Monsieur le Président, vous êtes ben- fan de reggae? Bien sûr, vous savez que j'ai été aux États-Unis. Et bien évidemment, tout à l'heure en venant à l'émission, je peux vous dire que j'ai été très ému. Pourquoi? Parce que j'étais nostalgique. Vous savez qu'aujourd'hui est le 11 mai, une fête importante pour les reggaeman. Mais je venais et quand j'ai croisé mon jeune frère Fabrice Tawignon et Willy Dombo, qui venaient de faire le LOX par rapport à... Non, Monsieur le vous en Président, doutez? ils ont des logs. Ils venaient de faire des LOX, puisque nous sommes Willy au a des 11 mai. locks. Willy a fait des Et Fabrice LOX. surtout. Fabrice également. Moi, j'étais un peu surpris. C'est vrai. Mais je voudrais dire que c'est une fête nationale et bien évidemment, j'invite tous les Ivoiriens à s'amuser, à s'enjailler. Voilà. Et Alain, les LOX, vous irez très bien également. Merci, Monsieur le Président. Vous ne croyez pas, Daouda? J'y songe, j'y Voilà, j'y ils pense. sont- On va terminer sur les pluies diluviennes, c'est un sujet plus sérieux. Voilà, tout à fait. Et bien évidemment, je crois que le Premier ministre a donné des instructions fermes pour que nos populations qui sont dans les zones à risque soient relogées et bien évidemment réinstallées. Et j'espère que cela suffira. Et bien évidemment, je souhaite rassurer tout le monde. Il y aura non seulement les pluies ces temps-ci, mais les pluies de milliards ont déjà commencé. Oh, Puisque je donne 1 milliard, ce sont également des pluies diluviennes. Et elles vont s'accentuer d'ailleurs. Parce que je passerai peut-être à 2 milliards par jour pour les jeunes. On sait jamais. En tout cas, j'aurais voulu rester avec vous plus longtemps. Merci, Monsieur le Mais Président. je crois que l'ambassadeur de Chine m'attend. Monsieur Siam Peng-Chong, son tonton. Non, c'est vrai, déjà, on s'en souvient. Bravo. Comme tous les soirs. Merci, Monsieur le Président. Voilà, il fait une sortie toujours très... Voilà, Présidentielle. Sortie présidentielle, Monsieur le Président. Bon, on en fait l'émission. On ne voulait pas terminer cette émission-là sans souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Condé Malika Mourad. C'est son anniversaire aujourd'hui. On a la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme qui nous a gratifié de son passage et surtout pour tous les efforts consentis. On lui dit joyeux anniversaire. Voilà. De la part de toute l'équipe de production de cette émission. Les amis, on était très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.